Afrique des légendes, je vous salue. Eh bien, bienvenue à cette brève conférence consacrée à la chute du régime de Bachar el-Assad et comment est-ce que cette chute parle à nous, Africains. Eh bien, nous sommes le dimanche 8 décembre 2024. Voilà. Donc, nous vous invitons d'ores et déjà de partager la vidéo et bien évidemment, rester scotché sur la chaîne. Eh bien, depuis près d'une semaine, on assiste à une euphorie, à une fierté, à une jouissance, n'est-ce pas, des médias occidentaux concernant l'avancée du terrorisme, l'avancée des groupes terroristes du côté de la Syrie. On a assisté, n'est-ce pas, à la prise des grandes villes de la Syrie par les groupes terroristes. Ça a été le cas de la ville de Homs, la ville de Alep, et tout dernièrement de la capitale Damas. Eh bien, nous nous questionnons comment est-ce que ces Occidentaux qui prétendent combattre le terrorisme en Afrique, notamment au Sahel, se réjouissent de l'avancée de ces groupes terroristes, ces mêmes groupes terroristes qui, n'est-ce pas, découlent soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Comment ces médias occidentaux se réjouissent de l'avancée des groupes terroristes du côté de la Syrie, pour l'interrogation. Eh bien, il s'agira ici pour nous, au cours de cette brève conférence, d'abord de démêler le vrai du faux. Il y a eu beaucoup de désinformations concernant la chute du régime de Bachar el-Assad. Beaucoup de personnes parlent d'une fuite de la puissance des groupes terroristes, du fait que les alliés de la Syrie l'ont lâché, du fait qu'il y a eu une progression éclair des groupes terroristes du côté de la Syrie. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous voulons d'abord, n'est-ce pas, au vu de la revue de la presse, de toutes les presses, essayer de démêler le vrai du faux concernant cette chute. Ensuite, nous allons dire en quoi cette chute parle, comment est-ce que cette chute parle à l'Afrique. Parce que vous savez, le monde est un village planétaire. Ceci dit, ce qui arrive en Syrie, n'est-ce pas, doit parler aux Africains. Les Africains doivent s'intéresser à la politique internationale. On ne doit pas juste se cantonner sur le plan politique africain. Il faut bien explorer de partout. Et en dernière position, nous voulons essayer de prévoir le futur, d'envisager le futur, notamment du côté de la Syrie. Et pour ce faire, nous avons le président Donald Trump qui a fait une sortie, qui a presque cassé la baraque sur son réseau social des Truth, où il a fait des affirmations, n'est-ce pas, qui montrent que sa politique, dès son investiture à la Maison Blanche ce 20 janvier 2025, va, n'est-ce pas, marquer une rupture avec la politique menée par les démocrates, notamment celle menée par le président Joe Biden. Voilà. Et bien, si vous êtes d'accord avec ce programme, nous vous invitons bien évidemment de partager la vidéo et de rester scotché jusqu'à la fin de la conférence. Voilà, nous voulons dans cette première partie déjà essayer de comprendre un peu comment la chute s'est passée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que justement, il y a eu une progression rapide des groupes terroristes vers la capitale Damas. Mais, après recoupement de la presse, on se rend compte que le président Bachar el-Assad a négocié la fin de son régime. Ceci dit, contrairement à ce qu'on nous présente dans les médias mainstream, que les alliés l'ont lâché, que les groupes terroristes ont, n'est-ce pas, opéré une progression fulgurante, ont, n'est-ce pas, battu son armée, après recoupement de la presse, Bachar el-Assad a négocié sa sortie. Ce fut une sortie négociée avec les groupes terroristes. Bien. Nous en voulons pour preuve. Son premier ministre a, n'est-ce pas, dit à la radio, à la télévision publique qu'il était prêt à discuter bien évidemment avec le nouveau régime. Ça, c'est une preuve. Le premier ministre d'un régime sortant ne peut
pas, n'est-ce pas, fait partie du régime entrant. Ceci montre qu'il y a eu des discussions en amont. Une autre preuve, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, lors de son passage au sommet OSCE du côté de Malte, ça s'est tenu entre le 5 et le 6 décembre, a déclaré que la Russie est en train de négocier la présence de ses bases militaires en Syrie avec les groupes terroristes. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, Bachar al-Assad, rappelons-le que le régime de Bachar al-Assad est au pouvoir. Le président Bachar al-Assad est au pouvoir depuis l'an 2000, donc il a fait 24 ans de pouvoir. Avant ceci, son père dirigeait la Syrie, a dirigé la Syrie de 1970 jusqu'à sa mort en l'an 2000. Donc si on veut totaliser, c'est presque 54 ans de régime d'Al-Assad. Voilà. Son père s'appelait Hafez al-Assad et à sa mort en 2000, son fils Bachar a pris les rênes du pays. Donc au vu de tout ceci, il y avait déjà une grogne de la population, il y avait l'opposition qui a, n'est-ce pas, bien évidemment, été infiltrée par l'OTAN et les mercenaires otaniens appelés terroristes pour, n'est-ce pas, faire tomber le régime. Parce que ce qui fait la fierté des Occidentaux du côté de la Syrie, c'est que la Russie est affaiblie, ou alors la Russie pourrait être affaiblie dans cette affaire. Rappelons qu'il y a, n'est-ce pas, un parallèle direct entre la guerre en Ukraine et la situation en Syrie. Le parallèle voudrait que ce sont les groupes terroristes supportés par l'OTAN qui combattent du côté de l'Ukraine contre la Russie. Ce sont ces mêmes groupes terroristes qui, n'est-ce pas, ont combattu pour faire chuter le régime de Bachar al-Assad. Donc, au vu de tout ceci, nous constatons bien évidemment que la chute de Bachar al-Assad a été négociée. C'est la raison pour laquelle on a appris quelque temps après qu'il est réfugié du côté de la Russie. La Russie et l'Iran étant les alliés traditionnels de la Syrie. Donc, contrairement à ces médias occidentaux qui font l'apologie du terrorisme, qui célèbrent la grandeur des groupes terroristes qui ont battu l'armée syrienne avait lâché le président al-Assad bien avant. L'armée syrienne a refusé de combattre et bien évidemment les alliés de la Syrie que sont la Russie et l'Iran ne pouvaient pas entrer en bataille sans une motivation de l'armée. C'est la raison pour laquelle nous voulons saluer le président Bachar qui a, n'est-ce pas, évité un bain de sang. C'est la raison pour laquelle la prise de Alep, la ville de Alep, de la ville de Homs et de la ville de Damas se sont passées sans effusion de sang. Voilà. Donc nous voulons saluer le président Bachar pour, n'est-ce pas, sa lecture politique qui a préféré déposer le pouvoir et éviter le bain de sang de ses citoyens, de ses concitoyens. Voilà, dans cette deuxième partie, nous voulons essayer de comprendre comment est-ce que la chute du président, l'ancien président syrien, parle à l'Afrique. Eh bien, nous voulons évoquer ici deux principaux points. Le premier point étant la longévité au pouvoir. Comme nous l'avons démontré précédemment, le régime al-Assad est au pouvoir depuis 54 ans, ou alors a fait 54 ans au pouvoir, notamment avec le père Hafez de 70 en 2000 et le fils Bachar de 2000 en 2004, ce qui fait totalement 54 ans. En Afrique, nous avons des exemples pareils. Nous avons des monarchies en Afrique qui, n'est-ce pas, comprennent la res publica, la chose de l'État, comme une chose familiale, comme une chose personnelle.
pouvons aussi citer le cas du Gabon, où le président Bongo Omar, n'est-ce pas, avait transféré le pouvoir à son fils Ali. Même son de cloche au niveau du Tchad, où le président Déby, n'est-ce pas, Idriss Déby, paix à son âme, avait aussi transmis le pouvoir à l'actuel président Kaka Déby. Même son de cloche du niveau de la Guinée équatoriale, où le président Théodore Biangema s'apprêterait, n'est-ce pas, à transmettre le pouvoir à son fils Théodorino Biangema. Nous pouvons aussi citer bien évidemment le Cameroun, où les rumeurs, voilà, les rumeurs, il n'y a rien de concret là, les rumeurs parleraient d'un transfert de pouvoir de gré à gré dans la famille du président Biya. Même son de cloche au niveau de le Congo Brazzaville, où le président Sassou Nguesso, n'est-ce pas, serait en train aussi d'apprêter son fils Désiré Nguesso, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, ceci montre que, l'exemple de la Syrie nous montre que ce n'est pas une voie à suivre, parce que l'héritage, n'est-ce pas, sera bafoué. L'héritage du régime sera piétiné et sali. On a vu aussi le même cas de figure au niveau de la Libye, où, n'est-ce pas, la longévité au pouvoir, n'est-ce pas, a entraîné et a annulé, a effacé toutes les actions politiques et positives du leader libyen Mohamed Kadhafi. Donc, vu de tout ceci, nous pensons que les Africains doivent repenser leur constitution, n'est-ce pas, en évitant d'en faire une monarchie, c'est-à-dire transfert de gré à gré du père en fils. Voilà. Ceci, c'est la première leçon. La deuxième leçon que nous devons tirer, c'est bien évidemment le fait de choisir son camp. Vous savez, les médias occidentaux ont parlé du fait que le régime syrien avait aussi pacté avec les terroristes. Ça veut dire le président Bachar al-Assad avait aussi formé son propre groupe de terroristes. Donc, puisqu'étant rejeté à la part la population, il savait que la population ne pouvait pas le défendre, il n'y avait pas un sursaut patriotique. Donc, il utilisait aussi les terroristes pour, n'est-ce pas, consolider son pouvoir du côté de la Syrie. Et ça, c'est justement la politique du en même temps, parce que Bachar al-Assad, étant supporté par la Russie et l'Iran, voulait aussi chercher le support ou le soutien des Occidentaux, que sont les Américains et l'OTAN. Voilà. Donc ceci nous apprend qu'il faudrait avoir un partenaire. Au XXIe siècle, en 2014, en 2024, autant pour moi, on ne peut plus suivre deux livres à la fois. Ça veut dire soit on est dans le monde unipolaire, soit on est dans le monde multipolaire. La politique du en même temps, la politique de doublon, vouloir chasser deux lièvres à la fois, ne marche pas. Bachar al-Assad aujourd'hui a été, si on peut dire, lâché par la Russie ou l'Iran, lâché par son propre armée, par sa propre armée, et aussi lâché par les Occidentaux. Alors que s'il avait choisi de rester du côté de la Russie l'aurait bien évidemment supporté, comme ce fut le cas dans les années 2010. Les années 2010 où son pouvoir était vraiment menacé, secoué, et la Russie était venue en renfort. Voilà. Donc, nous voyons plusieurs présidents en Afrique qui cherchent à faire la politique du en même temps. La politique de parler à tout le monde, d'être ami avec tout le monde. Dans ce monde, ça ne se fait plus. Il faut choisir son camp et suivre ce camp. Je voudrais ici tirer un coup de chapeau au pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, qui ont choisi, n'est-ce pas, le bloc multipolaire en se rangeant derrière les pays des BRICS, en tête desquels Russie, Chine, Iran. Voilà. Et aussi, je voudrais appeler le président doublon d'Afrique à se ranger d'un camp. C'est le cas ici, notamment du président Touadéra,
en Centrafrique. Vous avez constaté, il était au début très allié à la Russie. Dès nos jours, il va en France, il fait ami avec les Occidentaux. Alerte rouge, Monsieur le Président Touadéra. Vous devez choisir votre camp. Même son de cloche du niveau de la Guinée-Conakry, Monsieur Doumbouya. On ne sait plus à quel jeu il joue. Soit il est avec l'AES, soit il n'est pas avec l'AES. N'est-ce pas? On entend beaucoup de va-et-vient de ce côté-là. Pareil du côté du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye, avec son premier ministre Ousmane Sonko. On ne sait pas vraiment dans quelle direction ils vont. Il faudrait être ferme. Et suivre une direction, c'est la seule voie de se développer. Même son de cloche aussi du niveau du Tchad. Au Tchad aussi, bon, le Tchad c'est encore flou parce que le président Kaka Déby a bel et bien remercié la base française après avoir aussi remercié la base américaine. Mais sa politique, voilà, reste toujours un peu floue. Voilà, il faudrait la clarifier et suivre un chemin. Voilà. Donc, ceci sont les deux leçons qu'on peut tirer avec la chute du régime de Bachar al-Assad du côté de la Syrie. Éviter la longévité au pouvoir et aussi éviter de faire ami avec tous les alliés, choisir son camp. On est dans un monde multipolaire et les Africains gagneraient beaucoup à se départir de l'Occident et aussi du Moyen-Orient qui, n'est-ce pas, nous ont échoué et ne nous ont pas aidés depuis les indépendances pour chercher de nouveaux alliés, notamment au sein des pays des BRICS. On ne dit pas ici de changer de maître ou changer de colon. Nous disons juste de changer de partenaire stratégique pour, n'est-ce pas, aller dans un partenariat gagnant-gagnant. Eh bien, en troisième partie, nous voulons essayer de conjecturer le futur. Maintenant que le régime syrien est tombé, que va-t-il se passer? Beaucoup de personnes prédisent un chaos du côté de la Syrie, prédisent une situation à la libyenne, où, n'est-ce pas, après la chute du régime de Kadhafi, la Libye a été balkanisée, et jusqu'à aujourd'hui, on prétendait apporter la démocratie, mais la Libye est toujours sous l'eau, n'est-ce pas? Où les puissances étrangères se partagent du pétrole, on pompe le pétrole à volonté, les droits des civils, des citoyens sont bafoués. Il y a deux régimes, deux gouvernements qui s'affrontent chaque jour. Voilà. Donc, beaucoup de personnes présagent la même situation du côté de la Syrie. Notons aussi que ce fut presque le même son de cloche au niveau de l'Afghanistan. Nous avons vu la fin du régime de l'Afghanistan, nous avons vu les Américains plier bagages, nous avons vu les terroristes d'Al-Qaïda prendre l'Afghanistan après des négociations qui se sont passées justement au Qatar. Donc nous pourrons dans cette même logique envisager un chaos du côté de la Syrie parce que les groupes terroristes qui seront au pouvoir, n'est-ce pas, ont été aidés, armés, soutenus par l'OTAN. Et bel et bien, l'OTAN voudrait avoir les retombées de ce soutien, notamment en termes de pétrole, en termes de puits de gaz, en termes de sous-sol, en termes de matières premières. Voilà. Ceci, c'est une lecture normale. Mais, nous voulons ici citer le président Donald Trump qui sera à la Maison Blanche à partir du 20 janvier. Voilà. Donald Trump s'est exprimé sur la situation de la Syrie où il a affirmé ceci, je cite, « La Syrie est un bordel, mais elle n'est pas notre ami. Les États-Unis ne devraient pas avoir affaire avec cela. Ce n'est pas notre combat, laissons la situation se développer, ne nous en mêlons pas », a écrit le président Donald Trump, que nous voulons ici saluer. Alors, ceci marque une rupture claire et nette avec le régime des démocrates. Vous savez, Donald Trump a été élu comme le 47e président des États-Unis. Il a été le 45e déjà. Mais vous avez
on a tous constaté pendant sa campagne, il y a eu une chasse à l'homme. Il a reçu tout genre de peau de banane pour le couler. Mais il a tenu bon. La population américaine est derrière lui justement parce qu'il voudrait dire l'Amérique aux Américains comme le président Monroe à son temps. Donc, nous constatons que Donald Trump a envie d'instaurer la paix dans le monde. Il a déjà promis de stopper la guerre en Ukraine. Et Donald Trump est un fin connaisseur de la politique. Il sait très bien la relation entre le théâtre ukrainien et le théâtre syrien. La raison pour laquelle il a dit les États-Unis ne devront pas se mêler de la situation en Syrie. Ceci dit, on pourrait présager la fin du support, du financement du terrorisme par les États-Unis. Non pas seulement du côté de la Syrie, mais aussi du côté de l'Afrique. Parce qu'il faut le dire, les terroristes, les groupes terroristes que sont Al-Qaïda et l'État islamique sont une création pure et simple des États-Unis. Voilà. Donc nous voulons tirer un coup de chapeau au président Donald Trump, déjà avec cette affirmation, ce qui marquerait une rupture sanglante, une rupture claire et nette avec la politique traditionnelle américaine qui voudrait, n'est-ce pas, être les dirigeants du monde, qui voudraient s'aimer le chaos partout où leurs intérêts sont menacés. Rappelons ici que les États-Unis ont plus de 600 bases militaires dans tout le monde entier. N'est-ce pas? Ceci montre leur désir ardent de diriger, de contrôler, n'est-ce pas, tout le monde entier. Donc, avec la venue de Donald Trump, cette venue laisse présager des jours meilleurs. Des jours où on aura plus de paix dans le monde, mais en tant qu'Africains, on ne devrait pas se contenter de la politique américaine. Les Africains doivent toujours mener leur politique dans le sens de leurs intérêts. Les États-Unis font le leur. Les Africains doivent, n'est-ce pas, utiliser leurs ressources minières, leurs ressources naturelles, ressources financières, économiques, politiques, diplomatiques, pour, n'est-ce pas, toujours lutter pour leur souveraineté. Voilà. Eh bien, nous sommes arrivés au thème de cette brève conférence sur la chute de Bachar al-Assad. En conclusion, nous pouvons affirmer que Bachar al-Assad a quitté le pouvoir. Pas, n'est-ce pas, par le rayonnement des groupes terroristes, mais par un accord négocié de gré à gré avec les groupes terroristes. Et aussi, nous avons montré que la situation de la Syrie parle aux Africains. Nous devons éviter la longévité des pouvoirs, et aussi nous devons éviter, n'est-ce pas, la politique doublon qui voudrait qu'on suive, qu'on soit allié avec tout le monde en même temps. Et en dernière partie, nous pensons que la Syrie ne coulera pas comme ça a été le cas de la Libye, pour la simple raison que le leadership de Donald Trump pourrait changer la donne. Et bien évidemment, si les groupes terroristes qui ont pris le pouvoir acceptent de garder les bases russes, nous pensons qu'il y aura toujours équilibre de forces en Syrie, ce qui pourrait, n'est-ce pas, envisager, ce qui pourra mener à une stabilisation du pays. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie de votre attention. Restez scotchés sur la chaîne et surtout partagez la vidéo. Kosisi Keleli i Africa. Je vous remercie.